Alors, Monsieur Innocent Sossou, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, permettez qu'on puisse vous dire, vous souhaiter la bienvenue au Bercail. Merci. Vous êtes rentré, vous suivez, c'est vrai, de près, la situation politique au Togo. Quel regard portez-vous sur cette situation qui semble un peu confuse? Effectivement, la situation elle est confuse et je suis aussi particulièrement confus. Parce que d'un côté, il y a des problèmes qui devraient être solutionnés avant la tenue de ces élections. Mais je me rends compte, à mon grand étonnement, et je voulais dire il y a déjà plus d'une semaine que je suis là, je me rends compte que les problèmes n'ont pas été solutionnés et que les élections qui vont être faites dans les mêmes conditions que celles qui ont précédé vont nécessairement produire les mêmes effets. Donc, c'est une situation très difficile parce que ne pas aller à ces élections, c'est comme laisser le champ libre à ceux qui régent ce pays déjà depuis plus de 48 ans. Et de l'autre, aller dans ces mêmes conditions des élections, c'est apporter de l'eau au moulin, donner un blanc-seing à Faure Gnassingbé et à son régime. Donc, le moins mal serait que ce processus soit arrêté pour qu'on puisse solutionner tous les problèmes d'amont en aval avant de procéder à l'organisation de ces élections. Vous n'êtes pas sans savoir que l'OIF et les experts de l'UIO qui sont venus, ils ont dit que le fichier électoral n'était pas parfait, mais consensuel. Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par consensuel. Un fichier électoral qui n'est pas parfait doit être revu. Donc, on est dans cette situation actuellement où tout semble faire croire que l'ensemble de la classe politique de l'opposition, du moins les participationnistes, croient que la solution réside dans les urnes. Or, au Togo, on sait que la solution ne réside jamais dans les urnes. Donc c'est une situation, comme vous l'avez dit, très confuse et qu'il faudra être vigilant pour qu'au soir du 25 avril, le peuple qui va se prononcer puisse trouver solution à ces nombreux problèmes. Alors, quelle solution pourriez-vous proposer face à cette crise-là à la classe politique togolaise? Mais la meilleure solution, c'est d'arrêter le processus électoral. Parce que ce processus, il est vicié à l'avance. Il est très vicié. C'est d'arrêter ce processus électoral. Vous n'êtes pas sans savoir que l'OIF nous a dit qu'ils ont relevé au moins 9000 doublons. Et dans ces doublons, ils ont dit qu'il y a des gens qui n'avaient pas de carte d'identité qui sont inscrits. Et qu'on ne sait pas si réellement c'est des Togolais ou pas. On ne sait pas si c'est des mineurs ou pas. On ne sait pas si c'est des gens qui sont morts ou pas. Donc, ils n'ont relevé que 9000. Alors que nous savions qu'au niveau de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, ils avaient parlé des milliers de faux électeurs sur les listes électorales. Nous avons le parti d'Alberto Olimpio qui avait relevé plus de 230 000 électeurs fictifs. Donc, vous voyez, quand on va aux élections dans ces conditions, et là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand on va aux élections dans ces conditions, il est vrai que c'est Faure Gnassingbé qui va être réélu. Ça, soyons honnêtes et disons-le. Donc, la meilleure chose, c'est d'arrêter ce processus électoral et de procéder d'abord aux changements constitutionnels et institutionnels qui ont été prévus depuis les accords de Bruxelles du 14 avril 2004. En passant par les accords de l'APG, l'accord politique global de Ouaga d'août 2006. Donc ces réformes n'ont pas été faites. L'ensemble de la classe de l'opposition nous avait promis dans ce pays que sans réforme, il n'y aurait pas d'élection. Mais on va toujours aux élections et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc la solution, c'est d'arrêter ce processus électoral pour procéder aux réformes institutionnelles et constitutionnelles pour qu'on ait un scrutin à 2 tours, majoritaire à 2 tours, pour qu'on ait un fichier électoral qui soit vraiment, même si le fichier n'est pas totalement parfait, qui correspond au moins à la réalité, ce qui n'est pas le cas. Mais, nonobstant ces remarques, les gens vont aux élections. Ce que nous pouvons dire, étant donné que le processus est engagé, c'est que le peuple doit sortir et doit être vigilant pour suivre ces élections de près. Donc, la solution, c'est le Front Tchobo qui est là. Arrêtons le processus, les ODDH aussi ont la même solution. Arrêtons ce processus électoral, revenons à la case départ. Évidemment, on va nous dire qu'il y aura un vide constitutionnel après le 3 mai. Non, la Constitution même, dans son article 50, je crois, si j'ai bonne mémoire, règle déjà ce problème, en disant que le chef de l'État sortant reste en poste
jusqu'à la prise effective du pouvoir par le chef de l'État, le nouveau chef de l'État. Donc, il n'y aura pas de vide. La solution, c'est d'arrêter ce processus électoral pour qu'on fasse des réformes constitutionnelles et institutionnelles, pour qu'on fasse l'audit effectif du fichier électoral. C'est seulement à partir de ce moment qu'on aura les vrais vainqueurs de ces élections. Alors, en quelque sorte, vous parlez, si je n'abuse pas de vos propos, vous parlez de transition, si je comprends bien. Est-ce une transition? Si vous voulez. Mais une transition qui n'aura qu'une prérogative, les réformes constitutionnelles et institutionnelles et la réforme, l'audit du fichier électoral. Est-ce une transition? Non. La Constitution nous dit que le chef de l'État sortant reste en poste jusqu'à la prise de pouvoir effective du nouveau chef de l'État. Donc, ce n'est pas une question de transition. La transition sous-tend qu'il faut refaire un gouvernement d'union nationale, qu'il faut procéder autrement. Ici, il s'agit de donner du temps au processus électoral pour que ce processus électoral se passe dans les meilleures conditions possibles. Est-ce une transition? Si c'est ce que les gens veulent dire par transition, oui, je l'accepte alors dans ce cas. Donc, là, actuellement, vous avez vu, vous circulez à Lomé. Moi, je circule à Lomé depuis un certain nombre de temps. La campagne a été ouverte vendredi dernier. Les moyens sont disproportionnés. On dirait qu'il n'y a qu'un seul candidat qui fait de la campagne. Les panneaux géants partout en ville, les affiches, partout où vous passez, les t-shirts, les camions qui drainent des citoyens. Quand vous voyez tout ça, il n'y a que fort partout. Les moyens sont disproportionnés. Alors nous savons que le budget qui a été alloué à cette campagne, c'est un budget de 600 millions pour les 5 candidats, ce qui revient à 120 millions par candidat. Et c'est 60% qui est payé à l'avance et 40% lorsque le candidat aura atteint 5% du score, mais du suffrage plutôt. Mais quand vous voyez actuellement la campagne qui se pose, qui se passe, mais on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul président qui est là, un seul candidat qui est là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que ces élections se passent comme ça a été le cas au Nigeria. Donc, il faudra arrêter ce processus électoral. C'est la meilleure logique. Refaire les réformes demandées qui ont été paraphées, signées par le RPT UNIR, qui ont été signées également par l'ensemble de la classe politique togolaise, avant, et faire l'audit du fichier électoral avant de pouvoir penser aux élections. Sinon, les mêmes causes, comme je le dis souvent, produiront toujours les mêmes effets. Alors, vu l'entêtement du régime de M. Faure Gnassingbé qui ne veut pas procéder aux réformes, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut quand même le battre par ces élections-là? À la régulière, je ne le pense pas. Parce que n'oubliez pas un truc, un détail qui est très important. C'est qui siège dans les bureaux de vote? Dans mon village d'Enfoin ou de Glidi ou à Mandouri, c'est qui siège? C'est des gens qui siègent. Et c'est des gens qui peuvent être achetés. Qu'est-ce que l'opposition a fait pour sécuriser les procès-verbaux? Il y a un grand problème qui est là. Le problème, c'est non seulement le fichier électoral, mais il faut aussi penser au compilement des bulletins de vote, à la centralisation du vote et à l'agrégation des résultats. Ça, c'est des problèmes qui sont là et je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, l'opposition a trouvé une solution pour ça. Il s'égosille à la CENI pour dire que telle personne doit partir. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est la sécurisation des bulletins de vote, des urnes. On se rappelle dans ce pays où des militaires ont fui avec des urnes. Qu'est-ce qui a été fait pour arrêter cela? Rien n'a été fait. Donc, il faut une sécurisation des bulletins, des urnes. Il faut une centralisation des résultats et l'agrégation de ces résultats. Qu'est-ce qui a été fait? À mon avis, rien n'a été fait. Et nous sommes là pour plébisciter fort au soir du 25 avril. Les participationnistes estiment que Dieu va jouer sa partition comme en 58. Vous savez, moi, je ne suis pas dans la métaphysique. Je ne suis pas dans la métaphysique. Je suis dans le réalisme, dans le pragmatisme. J'observe, je remarque. Je suis au Togo depuis déjà plus d'une semaine. J'ai circulé un peu partout. J'ai vu ce qui se passe. Donc, des gens qui disent qu'il y a Dieu, oui, mais ça, c'est des croyants. Hein? La politique, ce n'est pas de la métaphysique. La politique, c'est la réalité, c'est le pragmatisme. Il faut qu'on soit réel, qu'on dise ce qui ne va pas. Et pour trouver des solutions à ça. Mais quand nos grands frères, nos aînés disent que c'est Dieu qui va régler le problème du Togo, je crois que même dans la Bible, il a été dit mets sur tes genoux, Dieu t'aidera, aide-toi, le ciel t'aidera. Mets sur tes genoux et puis Dieu va t'aider à porter sur ta tête. Mais ce qui n'est pas encore fait pour le cas actuel. Ils sont tous en campagne. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que les urnes soient sécurisées? Qu'est-ce qu'ils font pour la centralisation et l'agrégation des résultats? Qu'est-ce qu'ils font? Rien pour l'instant. Donc
La meilleure solution, comme je le dis, c'est d'arrêter ce processus électoral, de revenir à la case départ pour ne pas donner un chèque en blanc à Fort au soir du 25 avril. Alors parlons un peu du social, le front social est aujourd'hui en ébullition. J'espère, je sais que vous avez écho de ce qui se passe, du bras de fer entre la STT et le gouvernement. Et quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Mais vous savez, j'ai vu des affiches du chef de l'État sortant, du candidat, Faure Gnassingbé, qui a posé avec des élèves. Et le slogan disait ceci, avec je suis fort. Mais ça m'a fait sourire. Et j'étais avec un ami en circulant, je lui ai dit, ah ben, ça c'est vraiment rigolo ça. Un chef d'État, depuis novembre 2014, où la SCT demande une relevée de la grille indiciaire, ou depuis novembre 2004, les élèves ne vont plus en classe, ou on prolonge, voyez-vous, on prolonge les vacances scolaires d'un mois, permettant le laxisme justement de la relève de demain que constituent ces élèves. Et vous posez avec ces élèves pour dire qu'avec eux, vous êtes forts. Si ce n'est pas du cynisme, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez? Donc, on pense à tort que la force peut primer sur le droit, que la force peut primer sur la liberté. Non. Un peuple qui est décidé, un peuple qui est debout, c'est un peuple qu'on n'arrête pas. C'est un tsunami qu'on peut arrêter. On aurait mieux fait de trouver des solutions idoines aux fonctionnaires. Regardez, dans la sous-région, qu'est-ce qui se passe? Les fonctionnaires togolais sont les mal payés. Ils sont très mal payés. Vous savez, le SMIC au Togo, vous savez combien c'est? Officiellement, c'est 35 000 francs. Mais des gens s'en sortent avec 12 000 francs. Bon, j'ai rencontré des enseignants à Palimé la dernière fois. C'était comme des locs. On ne dirait pas des enseignants de collège ou de lycée qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nos fonctionnaires, quand ils sortent le soir à 17 h du boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des taxis-motos, ils font des émigrants. Vous voyez nos étudiants? Il y en a beaucoup qui sont là, bac plus 3, plus 4, plus 5, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des émigrants, du taxi-moto. Vous croyez que cette relève-là peut assurer son devoir de citoyen et permettre à ce pays de continuer vers le développement, vers l'émergence dont on parle? Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Donc, le front social qui est là, c'est un front qu'on essaie de camoufler en prolongeant la rentrée scolaire. Mais une fois les élections terminées, est-ce qu'on a pensé à cela? Est-ce que c'est des gens qui vont baisser les bras? Non, quand moi j'ai faim, je fais tout pour trouver à manger. Quand moi j'ai faim, je fais tout pour aller chercher à manger, pour trouver à manger. Quel qu'en soit le prix à payer. Et c'est ce qui va se passer. Donc on ne fait que retarder le problème. Qu'est-ce que ça coûte? 8 milliards, la grille indiciaire dont on demande. Qu'est-ce que ça coûte 8 milliards dans les caisses d'un État comme le Togo? Vous savez, on nous a dit la dernière fois que l'OTR a apporté des milliards dans les caisses de l'État. Ça a servi à quoi? On ne peut pas nous dire, on ne peut pas brandir les infrastructures comme une panacée qui résout les problèmes de l'émergence. Non, il faut partir à la base. Il faut que je mange d'abord pour pouvoir acheter une moto, pour pouvoir acheter une voiture, pour pouvoir circuler. Non, c'est le devoir de l'État de construire des routes. C'est le devoir de l'État de construire des pistes rurales pour que les paysans puissent drainer leurs marchandises de leur zone de production vers les centres-villes. C'est le devoir de l'État de le faire. Donc on ne peut pas nous brandir aujourd'hui un quai qui a été construit comme une panacée. Or, nous savons très bien que ce nouveau quai a été construit par Bolloré, avec des financements, avec de l'argent emprunté. Et qu'on a cédé une partie du port du Togo, on l'a cédé à Bolloré pour au moins 30 ans. Est-ce qu'on le sait? On ne le dit pas. L'argent qu'on utilise pour construire les routes, ça provient d'où? Ça provient des prêts au niveau de la BCAO, au niveau des institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale. C'est des prêts que nous faisons et que nous devons payer en tant que contribuables, en tant que citoyens. Et si nous ne les payons pas, ce sont nos enfants qui vont les payer. Donc il ne faut pas qu'on brandisse des pseudo-infrastructures comme une panacée. Non. Il y a des problèmes qui sont réels, qui touchent les gens. Le nombre de chômeurs, de jeunes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. Le nombre de femmes ruinées après les incendies des marchés de Lomé et de Kara. Le nombre de gens qui sont endettés parce que ce sont des gens qui ploient
sous le coup de la microfinance, ils vont prêter de l'argent chez Wadjes, chez Fusec, ils vont prêter de l'argent et ils n'arrivent pas, avec cet argent prêté, à faire le commerce. L'État doit penser à ces problèmes-là pour que les gens, les Togolais, les citoyens puissent d'abord manger par jour. C'est ça qui est important. Et ce fonds social qui est constitué par la STT, la synergie des travailleurs du Togo, que j'apprécie, c'est un front qui n'est pas un front contre le gouvernement. Non, c'est un fonds qui est là pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, et ce qui est normal. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la diaspora peut apporter à son pays, au Togo, pour l'alternance ou pour le changement? Mais pour le changement, la diaspora, vous savez, apporte beaucoup. Hein, et les indices sont là. L'aide de la diaspora, d'abord, au Togo, dépasse l'aide publique au développement de toutes les institutions financières internationales et de tous les partenaires du Togo en développement. La diaspora apporte beaucoup. La seule chose qu'on pourrait faire, et qu'on avait demandé à plusieurs reprises à ce régime de faire, et qu'ils ont refusé de faire, c'est de donner le droit de vote à la diaspora. La diaspora, économiquement, participe au développement de ce pays. Mais je ne vois pas pourquoi un citoyen qui participe au développement d'un pays, on puisse lui interdire d'apporter son vote citoyen. Non. Vous savez, quand on parle de la diaspora, on pense que c'est seulement en Europe ou aux États-Unis. Non. La diaspora togolaise en Afrique, elle est plus importante. Quand je vais au Gabon, quand je vois les Togolais du Gabon, j'étais étonné de voir un nombre aussi important de Togolais au Gabon. Quand je vais au Congo, à Kinshasa, je vois des Togolais là, je m'étonne. Au Nigeria à côté, au Bénin, au Ghana. Donc la diaspora en Afrique, elle est plus importante que la diaspora togolaise en Occident. Donc il faudra qu'on donne d'abord le droit de vote à ces diasporas. On pense à tort que la diaspora est constituée d'opposants. Eh bien non. UNIR a mis ses succursales partout. Hein, ces ailes marchandes, moi je les appelle les ailes marchandes, ils ont mis ça partout, un peu partout dans tous les pays. Ben, ils n'ont qu'à faire un travail de sensibilisation, de mobilisation pour que ces diasporas-là votent pour eux. Donc interdire à ces diasporas de voter, c'est lui dire non, que nous sommes que ces diasporas est entièrement à part. Alors que ces diasporas, paradoxalement, contribuent au développement d'autres pays. Donc la diaspora, elle est là, elle écoute. Nous avons tous des parents, ils ont tous des parents. Ici, ils apportent toujours quelque chose à leurs parents. Cette diaspora, elle est là. Elle participe activement sur le plan économique au développement du pays. Elle ne demande qu'à participer aussi politiquement et de manière citoyenne au changement et à l'alternance politique. Alors, M. Innocent Sofou, un dernier mot à l'endroit du peuple togolais. Mais moi, je veux dire à ce peuple-là qu'il est courageux. Depuis 90, ça fait 25 ans presque, que nous sommes dans ce cheminement vers l'état de droit, vers la démocratie, vers le mieux-être, vers l'émergence. Je sais que c'est des gens qui souffrent dans leur chair, qui veulent voir aboutir leurs efforts. Les efforts, disons-le, avouons-le, ont été sabotés par nos aînés de l'opposition. Des efforts ont été sabotés par nos aînés de l'opposition qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Ils ne pensent qu'à leur petite personne au détriment de plus de 6 millions de Togolais. Et ça, c'est dommage. Donc ce peuple, étant donné que c'est un processus qui est déjà engagé et que ni les participationnistes de l'opposition, ni le pouvoir en place ne veulent arrêter ce processus pour revenir à la case départ, pour que les choses se fassent dans les normes, je demanderai à ce peuple de sortir massivement plutôt pour aller voter pour l'alternance politique, pour battre fort dans les urnes. Et on sait que les élections ne vont pas régler les problèmes. Mais nous savons que UNIR, le RPT UNIR n'a pas plus de 10% de l'électorat togolais. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire au soir du 25 avril? C'est de sortir massivement pour réclamer la personne qui aurait gagné effectivement ces élections. Nos frères du Burkina à côté nous ont démontré qu'un peuple uni et soudé peut faire trembler tout régime. Donc les Togolais, je les invite au soir du 25 avril à réclamer leur victoire en sortant massivement, en se mobilisant. Ce n'est pas en restant à la maison, en restant les bras croisés, que nous allons atteindre l'alternance, que nous allons atteindre nos objectifs. Nous sommes des citoyens, nous devons contribuer, participer à la bonne marche de ce pays. Et cette participation passe par le vote, bien sûr, mais passe aussi par le fait qu'il faut une vérité des urnes. Et cette vérité des urnes, nous ne pouvons l'obtenir qu'en nous mobilisant, qu'en sortant massivement, qu'en renversant ce régime de manière démocratique. Merci beaucoup, Innocent. Je vous remercie.